Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Kevin Dernel et François Strickers, cofondateurs de Visual Scaling. On a lancé cette série parce qu'on est convaincu d'une chose. L'éducation et la formation sont aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est le plus important dans la société comme dans les entreprises. Le Skillcast, c'est notre façon d'ouvrir des discussions franches avec celles et ceux qui innovent, expérimentent, doutent parfois, mais avant tout, font l'éducation et la formation de demain. À chaque épisode, on donne la parole à des invités qui partagent leur point de vue, leurs méthodes, leur retour d'expérience. On y parle pédagogie, edtech, éducation, hybridation, technologie, enseignement. Mais surtout, on essaye de comprendre comment on apprend aujourd'hui et comment on apprendra demain. Pas de discours théorique, pas de recettes toutes faites, juste des conversations utiles pour celles et ceux qui font du learning un levier d'impact. Bienvenue dans le Skillcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e épisode du Skillcast. Alors aujourd'hui, on a la grande chance de recevoir Louis Deviron. Bonjour Louis. Salut, bonjour. Alors Louis nous vient de B-Code, et donc avec Louis aujourd'hui, on va parler de Louis, de B-Code et des nouvelles compétences numériques, en ce compris l'IA. Alors la fois passée, on avait fait l'IA dans l'enseignement classique, et ici, on va poursuivre avec l'IA, mais pas que, mais l'IA comme sujet principal dans la formation professionnelle et comment B-Code met ça en place. Alors, première question absolument classique comme d'habitude, si tu veux bien te présenter, Louis, avec ton parcours, ton background, parce qu'il y a vraiment des liens avec une compréhension profonde de l'IA, et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour aujourd'hui. Et aussi, dans un deuxième temps, le projet B-Code, votre modèle, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui a fait son succès? Très bien, déjà, merci de l'invitation. Donc, moi, c'est Louis Deviron, je suis le responsable pédagogique de B-Code, et on reviendra à ce que c'est B-Code après. Et en fait, d'origine, moi, j'ai un parcours un peu particulier, parce que je suis romaniste, donc j'ai étudié les langues et la littérature, avec l'envie à la base de devenir journaliste, ce que je suis jamais devenu. Et en fait, dans mon parcours de roman, j'ai eu l'occasion de suivre une spécialisation en traitement automatique du langage. Et donc, en gros, c'était tous les outils d'informatique qui étaient liés à la langue. Quand on fait le parallèle aujourd'hui avec toutes les IA, parce qu'on va en parler évidemment, c'est un bon placement. On est en plein dedans. Je ne me rendais pas compte à quel point le placement était bon, mais mon ambition à l'époque, c'était de dire, en fait, la littérature, etc., j'aime bien, mais je suis passionné surtout de ce qu'est le langagier, et je pense que d'acquérir des compétences technologiques est important. Donc, j'avais un peu cette intuition-là, ou cette envie-là, et donc j'ai suivi ce parcours, et puis finalement, je suis arrivé dans la technologie, donc j'ai fait un master qui était entre la faculté de philosophie et lettres et la faculté d'informatique. Et puis, j'ai travaillé dans des startups, dans deux startups comme employé, autour de l'intelligence artificielle et du traitement de texte. Donc, vraiment ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA, mais avec des outils qui ne sont pas du tout ceux d'aujourd'hui, parce qu'on l'a remarqué, évidemment, ça a fort évolué sur les 10 dernières années, les 15 dernières années. Et donc, après ça... Mais ça veut dire que toi, tu traites de ces questions depuis que tu es étudiant. Tout à fait, ouais, donc, tu en as vraiment une compréhension profonde. Oui, tout à fait. Et comme j'expliquais, mon mémoire, c'était de générer automatiquement des questions à partir de documents, ce qui se résume aujourd'hui en 2 prompts. Mais là-bas, c'était 170 pages de travail sur l'analyse du texte et de la production de langage. Donc, je traite ces questions depuis longtemps, c'est vrai. Et donc, j'ai on va dire, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment un recul aussi sur ces questions-là. J'ai eu un gros stress à un moment en me disant mais en fait tout ce que je fais est automatisable par une IA, et puis je vois aujourd'hui qu'en fait il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien, mais il y a aussi beaucoup de questionnements autour de ça, et il y a des cas d'utilisation qui sont importants et qui demandent des questionnements et qui demandent de la formation aussi, et on va y venir du coup avec B-Code, et donc j'ai trouvé un peu ma place dans cet écosystème-là. Et donc B-Code. Et donc B-Code, c'est un organisme, une organisation à impact social qui forme les demandeurs d'emploi au métier de l'informatique depuis 2017. Et donc, ça part de quel constat? Ça part du constat qu'on est en 2017, on a manque de développeurs, de profils techniques sur le marché de l'emploi, on a un taux de chômage qui est important, mais l'idée c'est pourquoi pas simplement former les demandeurs d'emploi de manière accélérée à l'informatique pour qu'ils puissent rejoindre une carrière en IT et aussi combler le manque de profil. Et donc, on existe depuis 2017 et on est inspiré de la pédagogie Simplon, qui est un organisme européen, français de base, oui, et qui est présent un peu partout en Europe et dans le monde, qui fonctionne en pédagogie active. Donc, l'idée, c'est de mettre les apprenants en situation pour qu'ils acquièrent les compétences en action. Et donc, en réalisant des projets, qu'ils fassent des erreurs, qu'ils trouvent des solutions par eux-mêmes, qui soient de propres solutions,
et qu'ils arrivent ensuite à réaliser leur projet. Et c'est pourquoi ça fonctionne, particulièrement en IT, parce que ça imite très très bien le comportement ou la façon de travailler d'un développeur qui est toujours dans l'essai-erreur, dans la recherche permanente de solutions, etc. Et donc voilà comment on a été créé. Et comment tu expliques, parce qu'il y avait déjà des organes de formation, vous arrivez dans un écosystème à Bruxelles où il y a déjà Actiris, il y avait un centre de compétences Techniris, je m'excuse des noms, je connais mieux l'environnement wallon, et pourtant vous faites quand même ce qu'on peut appeler un boom. Qu'est-ce qui a fait ça? On a plusieurs spécificités. L'une, c'est qu'on adresse vraiment un public éloigné du marché. Donc notre focus de base, c'est les NEET, donc les jeunes qui ne sont pas Not in employment, not in training. Exactement, bien vu. Et les jeunes. Donc, pour nos auditeurs, en fait, quand on parle des NEET, on parle des jeunes qui ne sont ni à l'emploi ni à la formation, qui sortent de l'école, ils disparaissent, on ne sait pas exactement où ils vont. Certains peuvent basculer malheureusement dans la criminalité et d'autres trouvent de l'emploi par ailleurs ou basculent dans des filières shadow. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion aussi de travailler par le passé sur le programme européen. Et donc, quand on va dire NEET pendant l'épisode, c'est à ça qu'on fait référence. Exactement, merci pour la précision. Et en effet, et donc, ça vient aussi d'un contexte. Donc, on est en 2017, on est après les attentats de Bruxelles. Et donc, il y a eu des budgets fédéraux qui ont été déployés à ce moment-là aussi pour dire, en fait, on a une population aujourd'hui qui est attirée par le djihad, parce qu'on avait à ce moment-là des jeunes qui partaient vers la Syrie, etc. On leur vend quelque chose, mais essayons de tourner cette vente en quelque chose de positif. Et donc on dit, plutôt que d'être attiré par les sirènes du djihad, soyez attirés par les sirènes de l'IT. Donc de promettre quelque chose dans lequel ils peuvent s'épanouir, qui est différent de l'école classique aussi, où ils vont être face à un prof toute la journée à écouter ce que le prof a leur raconter, mais plutôt à leur proposer quelque chose où ils sont en situation dans laquelle ils travaillent, et dans laquelle ils s'épanouissent dans le faire et dans des compétences qui leur seront utiles ensuite pour le marché de l'emploi. Et pourquoi Simplon ? Alors j'étais pas là à ce moment-là et honnêtement je connais pas tout l'historique de la collaboration, mais si je me résume bien, c'est les fondateurs de Bicode ont été contactés Simplon parce que justement il y avait ce modèle qui avait été créé sur votre site vous dites pas réinventer de nouveau complètement la roue. Voilà aussi, donc on s'est inspiré des choses qui ont fonctionné, donc ça a été inventé 3 à 4 ans créé 3 à 4 ans avant nous en France. Et l'idée, c'était de s'associer aussi pour reprendre cette pédagogie qui fonctionne. Et puis, ils ont servi au début à former nos formateurs, etc. etc. Donc, il y a vraiment une collaboration. On se voit encore régulièrement. On a des réunions régulières avec eux d'alignement pédagogique sur les nouvelles technologies, sur comment est-ce qu'on fait évoluer les formations dans un contexte qui évolue aussi, parce que le marché de l'emploi évolue en IT, et évidemment, les technologies aussi. Et donc, tu disais, on sait que c'est un succès. Aujourd'hui, il y a plusieurs Bicode sur le territoire wallon. Donc, si demain, moi, je veux suivre pas moi, mais le jeune qui veut suivre une formation Bicode, comment c'est organisé, comment ça se passe en fait, et qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'ils vont vivre à l'école ou dans d'autres centres de formation? Alors, le processus, c'est qu'on a des sessions qui sont ouvertes plusieurs fois sur l'année. Donc, nos sessions principales, c'est en développement, en cybersécurité et en IA. Quoique tout ça évolue, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et les personnes sont référées vers le conseiller emploi, ou bien via les réseaux sociaux, on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, ils peuvent s'inscrire. Et alors, quand ils s'inscrivent, ils ont la possibilité de participer à des sessions d'information, à des travaux de préparation aussi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, on leur fait une procédure de sélection. Ils vont passer à travers une procédure de sélection dans laquelle on leur demande qu'il y ait un tout petit peu d'acquis technologique. Donc, on leur donne un peu de contenu en avance qu'ils peuvent préparer pour pouvoir montrer leurs compétences algorithmiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être développeurs et qu'ils doivent connaître le métier, mais ils doivent avoir l'esprit, on va dire, logique qui est nécessaire pour une carrière en informatique. Et donc, dans ces journées de sélection, une fois qu'ils sont invités, ils passent à travers des jurys. Un jury technique qui vérifie ses compétences logiques, un jury administratif qui va vérifier leur adéquation, s'ils sont bien demandeurs d'emploi, s'ils sont disponibles pendant 7 mois à temps plein, etc. Et puis, un jury, c'est le plus important, qui est motivationnel, dans lequel on va évaluer leur projet de vie
et leur envie réelle d'aller vers ce genre de carrière. Et pourquoi c'est important? Parce que nous, on prône beaucoup que n'importe qui peut venir, tout le monde est le bienvenu, pour autant qu'il soit motivé. Et c'est pour ça qu'on assesse cette motivation de manière assez forte, et ce qui nous amène finalement à un taux d'abandon très faible dans la formation, parce que les gens sont sélectionnés sur cette base-là, et puis on arrive à les garder jusqu'au bout. Oui, moins de 8%. Moins de 8%. Et tu penses que le facteur clé, parce qu'avec ces publics-là, c'est toujours la difficulté pour avoir travaillé sur ces publics-là par le passé, quand j'étais responsable de centre de formation, effectivement, dans votre rapport d'activité que j'ai lu en préparation, on annonce c'est un chiffre qui m'a marqué, moins de 8% de taux d'abandon. Donc, tu dirais que c'est seulement la sélection ou c'est votre méthode qui permet ça? Alors, c'est les deux, évidemment. Donc, la motivation est importante. Et la méthode, évidemment, le fait qu'on soit dans un apprentissage actif, à travailler avec des pairs, dans des projets de groupe, à toujours être dans l'action, finalement, c'est évidemment, en tout cas selon mon point de vue, beaucoup plus motivant que de passer sa journée à écouter un prof qui vous parle. Et c'est particulièrement efficace quand on a dans notre public des gens qui sont des drop-out, des personnes qui n'ont pas fini à l'école. Parce qu'en fait, l'école telle qu'elle est aujourd'hui, elle convient à plein de gens, mais il y a plein de gens aussi à qui elle ne convient pas. Ça aurait été absurde de refaire la même chose qui a échoué une première fois. Il y a pas de chance que ça fonctionne une deuxième fois. Tout à fait. Donc, vous proposez autre chose, une autre façon de faire. Et je pense que ça, c'est une des clés de ce succès-là, c'est qu'on retrouve des profils qui ne sont pas faits pour un enseignement traditionnel, mais qui sont très très bien dans un enseignement très actif. Learning by doing. Learning by doing. Et j'ai un exemple comme ça que je donne, mais on en a plein, évidemment, des success stories, on en a tous les jours, mais un que moi j'ai formé à l'époque, parce que j'ai commencé comme formateur chez Bicode, qui avait raté 2 ou 3 bacheliers, ça n'avait jamais été. Il a fait 7 mois chez Bicode et il s'est retrouvé dans une start-up comme le premier employé, ça fait 5 ans, il est toujours là, et il est le data scientist de l'entreprise, quoi. Intéressant sur la question de l'insertion professionnelle par la suite. Ça, je suppose que vous avez des statistiques sur le taux d'insertion après dans des métiers liés à la formation. Tu sais nous dire à peu près combien ils sont? Ouais. Alors, nos statistiques, elles sont déclaratives. Donc, il y a, je mets le petit bémol sur ce point-là. Mais d'après les enquêtes qu'on envoie aux apprenants, aux anciens apprenants, 80% atteignent soit l'emploi, soit une nouvelle formation, soit un statut d'indépendant dans les 12 mois qui suivent leur formation. Okay. C'est quand même, vu le public qu'on a, c'est un beau succès. C'est énorme. Et vous mettez en place déjà à la base des partenariats avec des entreprises, avec des structures, pour qu'il y ait une espèce de filière où ils viennent se former chez vous pour ensuite rejoindre directement les entreprises, où ils sont toujours seuls face au marché de l'emploi une fois qu'ils sortent? Alors ça, c'est un très bon point. Donc, tout un temps, on a eu des personnes qui les accompagnaient dans leurs soft skills, etc. On avait des employés pour ça. Aujourd'hui, on a plus ces employés-là, mais on a tout un parcours de mécénat de compétences. Donc, on a des bénévoles qui viennent dans les classes pour les accompagner là-dessus. Mais surtout, et ça c'est le plus important, on a un business model au sein de Bicode qui est basé sur le partenariat avec les entreprises. D'accord. Pourquoi? On veut dire aux entreprises, vous êtes notre partenaire de recrutement. Pardon, c'est le contraire. Nous sommes votre partenaire de recrutement. Et donc, venez... investissez dans Bicode, investissez-vous dans la formation. Et il y a plein de manières de le faire, dont une que j'aime beaucoup, que je vais expliquer juste après. Mais investissez-vous dans la formation. Et puis, à la fin, venez voir ces talents et finalement, engagez-les. Et ça, c'est tout le trajet qu'on met en place. On a des employés qui sont dédiés à cette tâche-là, de matchmaking entre nos entreprises partenaires et les apprenants de Bicode. Et ça fonctionne super bien. Et donc, comme activité qu'on fait, il y a des job days. Donc, on organise des job days, on organise des pitchs. Donc, les entreprises viennent présenter leurs projets dans l'entreprise. Et alors, il y en a un que je trouve vraiment génial et que je trouve qu'il est vraiment notre spécificité. C'est ce qu'on appelle les use cases. Et donc, les entreprises viennent avec un cas d'étude, un projet, qu'ils soumettent aux apprenants. Les apprenants travaillent dessus pendant 15 jours. Et à la fin, ils font une présentation chez le client, chez l'entreprise, comme si c'était un client. Et c'est génial. Pourquoi? Parce que pour l'entreprise, ça leur permet d'une part de tester des nouveaux formats, un nouveau projet, d'évaluer des futurs potentiels recrues. Et pour les apprenants, ils ont l'occasion de pouvoir dire « j'ai travaillé pour un vrai client à qui j'ai eu l'occasion de montrer quelque chose et dans un environnement qui est un environnement professionnel ». C'est un modèle qu'on va énormément retrouver ça dans les écoles, si tu te souviens, techniques et d'ingénieurs avec lesquels on avait travaillé, notamment aux Pays-Bas, où les entreprises ont parfois des desks dans les écoles d'ingénieurs, des desks à projet où elles viennent proposer un projet. Ah oui.
Oui, tout à fait. Par le passé, avec Kevin, on travaillait dans des projets européens sur ces questions-là. Et ça nous avait vraiment marqué. On s'est dit, mais tiens, il y a Une différence fondamentale avec il y le a une système différence scolaire aussi. fondamentale. Et alors, autant, et là on parle de l'enseignement, autant à un moment donné, il faut des barrières entre l'enseignement et les entreprises. À certains moments donnés, il faut que le savoir puisse être transmis de manière désintéressée, si je puis dire. Autant ce genre de collaboration nous semble vraiment essentiel. Et aujourd'hui, Bicode, c'est combien de personnes qui sont actives sur combien de sites? Vous en êtes où actuellement? Alors, on est présent sur les 3 régions du pays et on a une vingtaine de personnes associées au projet qui sont employées ou en statut indépendant. Et Donc, on a principalement une équipe, on va dire leadership, qui gère les ressources humaines, les finances, les relations avec les entreprises et la tech et pédagogie. Donc, ça, c'est moi. Plus une CEO. Et alors, on a des account managers qui gèrent les différents clients. On a des formateurs, évidemment. Et on a toute une équipe opérationnelle autour du marketing, du recrutement, du suivi des apprenants, de la communication et aussi de administratif. je sais aussi que vous avez une activité purement B2B maintenant. Tout à fait. Alors, depuis 2022, on a complété notre activité B2C par de l'activité B2B, en effet. L'activité B2B prend plusieurs formats. Un des formats, c'est l'upskilling, donc c'est la formation en entreprise sur des formations courtes. Évidemment, il y a une opportunité aujourd'hui qui est indéniable avec l'intelligence artificielle, et là, on a énormément de clients là-dedans. Donc, on donne des formations en entreprise, formations courtes pour les employés. On a aussi des programmes de reskilling. Et là, il y en a 2 qui sont, selon moi, intéressants. On a travaillé avec une mutuelle sur un projet de reconversion de profil support en profil data analyst. Donc, on a animé une académie digitale comme ça de 12 semaines pour reformer ces profils. Et on a travaillé aussi avec Bipost pour former des facteurs qui étaient... c'est à l'époque où il y a l'arrêt de la distribution, des contrats de distribution de journaux qui étaient annoncés. Et donc, Bipost a dit il faut qu'on trouve des solutions pour réengager des équipes internes plutôt que d'aller recruter des informaticiens ailleurs. Prenons des gens qui sont déjà engagés dans l'entreprise et reformons-les. Et donc, on a fait une formation là-dessus autour de Dynamics 365. Ça, c'est vrai que c'est un modèle auquel moi je crois énormément. C'est le fondement de notre proposition de valeur au sein de Visual Scaling, sans du tout faire de la pub ici, mais c'est de se dire à un moment donné, et c'est quelque chose qu'on dit énormément aux entreprises, nous, on est aussi dans le scan de compétences. J'imagine que vous devez être actif là-dessus aussi, mais sur est-ce que vous êtes certain que toutes les compétences rares et coûteuses qui sont présentes dans votre entreprise ou que vous souhaitez acquérir sont vraiment utilisées à leur à bon escient? Est-ce que vous ne pourriez pas avoir des personnes peut-être moins qualifiées, entre guillemets, et les former vous-même avec ces stratégies d'up et de reskilling? Et puis quand vous faites des plans de transformation, on l'a vu récemment dans le secteur bancaire. Moi, c'est un mouvement du secteur bancaire que j'ai trouvé assez personnellement désolant. C'est de se dire, il y a toute une série de fonctions avec la digitalisation des services bancaires et consorts qui sont amenées à ne plus être autant utilisées. Mais toutes ces personnes qui connaissent quand même le monde bancaire, qui connaissent les produits bancaires, mais est-ce qu'on a tenté de les reskiller un maximum? Il y a un troisième aussi, c'est reconnaître le monde, mais c'est aussi être dans l'ADN de l'entreprise. Et ça, c'est super valable. C'est vrai que si le fit culturel est déjà là, une grosse partie est déjà présente. Tout à fait. Et la connaissance historique. Voilà. Et on a vu du process et tout. Et on a vu d'ailleurs du rétropédalage, de réengagement de personnes à prix d'or derrière qui coûtent très cher parce qu'on s'est rendu compte que c'était les seuls à maîtriser de tel ou tel ou tel process. On en a eu d'ailleurs chez nous des gens qui ont quitté leur entreprise. J'ai plus le nom de l'entreprise en tête, mais qui a fait un bootcamp chez nous et qui a rejoint l'entreprise dans un autre secteur. Et aujourd'hui, l'actualité de Bicode, est-ce qu'il y a un projet que tu souhaites mettre en avant plus qu'un autre? L'idée maintenant, c'est vraiment de continuer à se développer sur ces 3 aspects, donc la formation de demandeurs d'emploi, le reskilling et l'upskilling. Donc aujourd'hui, on propose vraiment nos services aussi aux entreprises dans l'idée en fait de dire on veut un modèle qui soit soutenable. Donc jusqu'ici, on dépendait très fort des subsides. On se rend compte que les subsides, ça tombe plus comme ça tombait avant. Et du coup, on veut rendre ce projet soutenable. Et la manière qu'on pense être vraiment pertinente pour ça, c'est d'aller chercher des financements privés pour des projets privés qui dégagent la marge, qui permet ensuite de venir être injecté dans
les formations de demandeurs d'emploi pour qu'on garde notre impact social. Parce que B-Code existe et a comme valeur à cœur, valeur cruciale, cet impact social. Et pour avoir cet impact social, il faut qu'on continue à former des profils fragilisés, etc. Alors ça peut se faire via les demandeurs d'emploi, ça peut se faire aussi dans le reskilling, on en a déjà largement parlé. Et l'idée, c'est que ce reskilling, ce upskilling se fasse financer par les entreprises et que ce financement vienne découler sur tout le reste de ce qu'on fait. Ok, super. Tu parlais en introduction du moment où l'idée de B-Code est apparue, c'est-à-dire d'un constat qu'il y avait une grande différence entre les besoins dans le marché de l'emploi en matière de compétences informatiques avancées. Aujourd'hui, on est un petit peu, j'ai l'impression, dans un scénario inverse, avec l'apparition de l'IA, où le marché s'est très détendu sur ces questions-là, et l'IT n'est plus le roi du recrutement, quelque part. Comment ça se passe avec B-Code ? C'est un repositionnement, c'est des compétences qui changent, c'est des besoins qui changent aussi au niveau des collaborateurs ? C'est une question super importante parce que c'est vrai que l'arrivée de l'IA générative vient vraiment disrupter tous les secteurs. Et l'IT est un peu paradoxalement, parce que finalement, c'est les développeurs qui ont créé l'IA qui finalement maintenant se retrouvent à risque. Et c'est vrai qu'il y a énormément... Enfin, le métier de développeur en lui-même évolue très fort. Et ça, on en est persuadé. D'ailleurs, aujourd'hui, on a mis un petit peu en pause les formations de purs développeurs juniors parce que leur placement après était mauvais. Hein. Ça, c'était beaucoup plus difficile de trouver. D'accord. Mais du coup, on est en train de... je me permets. Ouais, vas-y. On voit déjà cet impact à ce point-là aujourd'hui. Sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Et pour être moi-même, donc d'avoir une activité de consultance dans le développement aussi, plus autour de l'IA, mais je vois bien en utilisant les outils de pair programming par l'intelligence artificielle, à quel point c'est Amazon puissant. Code Whisperer avec Claude ou il y a Cursor ou GitHub Copilot, c'est des outils qui permettent vraiment d'aider à coder. Mais par contre, ce qui est important, c'est que pour moi, ça ne veut pas dire que le métier de l'IT est mort. Ah non, bien sûr. Parce qu'il faut quand même encore pouvoir expliquer et comprendre pour pouvoir expliquer à la machine quoi faire et valider ensuite ce qu'elle fait. Et puis avoir un code qui est entretenable, tout simplement. Et un code qui est entretenable, tout à fait. Et c'est comme... Il y a plein d'analogies aujourd'hui. Il y a plein d'IA qui sont super dans le domaine de la médecine, mais il y a quand même encore besoin du médecin pour le superviser, pour pouvoir interpréter les résultats, pour pouvoir expliquer les résultats aux patients. Et c'est la même chose ici. Si jamais on utilise l'IA de manière complètement cavalière, sans comprendre vraiment ce qu'elle fait, mais au final, le résultat ne sera pas bon. Et ça se voit beaucoup. Et pour moi, c'est plutôt une compétence en plus qu'on doit acquérir et qu'on doit faire acquérir entre guillemets à nos apprenants, de savoir se développer dans un monde où il y a l'IA et elle est présente et c'est comme ça, et de pouvoir l'utiliser à bon escient et qu'elle vienne finalement augmenter leurs capacités plutôt que de dire que l'IA va les remplacer. Et donc aujourd'hui, c'est important. Et alors, il y a un métier aussi qui est important, sur lequel on se repositionne. Enfin, il y en a plusieurs. Déjà, il y a tout ce qui est cybersécurité, parce que c'est des aspects super importants avec l'arrivée de l'IA. On en discutait encore dans l'épisode précédent. Tout à fait. Et ça ne m'étonne pas avec Sébastien, qui est sur ces sujets-là, évidemment. Il y a tous les aspects data. Ça reste encore aussi un des profils importants. Et alors, il y a les profils d'analyse fonctionnelle. Alors, l'analyse fonctionnelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée de pouvoir... partir d'un besoin business et de le traduire en tâches IT. Et donc, pour ça, il faut comprendre les deux. Il faut comprendre quel est le besoin du client ou du manager. Il faut comprendre les besoins du client et du manager pour pouvoir le séparer en tâches qu'on va pouvoir donner soit à un autre développeur, soit, pourquoi pas, à une IA. Mais je reviens donc... Quelle est l'ampleur que tu observes de diminution ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore dire à un jeune qui se lance, tu peux te lancer dans le codage ? Ou est-ce qu'il faut lui dire code, il y a 15 ans, ou est-ce qu'il faut lui dire non, apprends plutôt à vérifier ce que les IA codent, ou apprends à utiliser les IA pour... Qu'est-ce qui reste vraiment humain dans tout ça ? Voilà, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce que les jeunes qui ont envie de se lancer dans l'IT et qui aiment coder, qui aiment développer des programmes, qu'est-ce qu'ils doivent savoir en fait ? Mais pour moi, le métier de développeur est encore pertinent, mais pas le développeur sans l'IA. Donc c'est-à-dire qu'elle est là et on peut pas se dire qu'on peut pas se dire qu'on va être compétitif si on fait du développement sans intelligence artificielle. Ou en tout cas, des seniors, je dis pas parce qu'ils ont toute une compétence acquise dans le passé, mais quelqu'un qui débute maintenant, il sera pas compétitif. Mais par contre, s'il arrive à
comprendre ce que ça fait, avoir les bases algorithmiques, et ça, c'est jamais perdu, parce que les bases algorithmiques, c'est une logique qui peut être utile dans n'importe quel métier. Comprendre comment traduire des spécifications de métier vers une IA et être capable d'analyser le code et de le comprendre, il y a un métier là-dessus. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, on va lancer une formation qu'on appelle développeur IA, qui est l'idée d'aider les entreprises dans le développement d'outils d'intelligence artificielle au sein de leur entreprise, pour faire ce qu'on appelle des RAG, donc des sortes de moteurs de recherche spécialisés pour l'entreprise, des chatbots, des agents, etc., etc. Donc il y a encore du boulot en tant que développeur, mais c'est clair que l'IA, il prend une grande... Donc tu disais, il y a cet exemple-là, et puis je t'avais un peu interrompu, pardonne-moi, et puis tu disais, voilà, les nouveaux métiers, donc au niveau du métier développeur, je pense qu'on a compris vers quoi ça allait, et dans les autres métiers, donc c'est un développeur mais assisté par l'IA, cybersécurité, installer des moteurs d'IA dans les boîtes. Et c'est quoi les autres secteurs de l'IT où tu dis ça impacte, mais je peux toujours... Est-ce qu'il y a encore des parties dans l'IT où je peux encore démarrer sans IA demain si je suis un junior? Ou est-ce que... Démarrer sans IA, je pense que c'est illusoire. À un moment, c'est une compétence... C'est là le montage hardware, il n'y a pas de masse de... Voilà. Oui, c'est ça. Et encore, on peut demander à ChatGPT quel bouton appuyer et où mettre quel câble. Donc non, je pense que développer sans IA ou être dans l'IT sans IA n'a pas de sens aujourd'hui. N'a plus de sens. Mais par contre, il y a encore des métiers où la compétence humaine est super importante. Un autre exemple que j'ai, c'est toutes les configurations d'applications. Donc on parle de, je sais pas, dans Odoo par exemple, tout ce qui est Odoo ou les autres CRM, ERP. Intégrateur, tout ce qui est sysadmin. Intégrateur, tout ce qui est sysadmin. Là, il y a encore des compétences et on a besoin de gens dans ce secteur-là. Et il y a un autre secteur aussi que je trouve intéressant. Alors, à voir maintenant comment ça va bouger dans les années à venir, mais c'est tout ce qui est les applications mainframe, donc les COBOL et tout ça, donc, qui sont utilisées par chez tous les banquiers assureurs, dont tous les développeurs vont partir à la pension dans les 10 ans qui viennent. COBOL, ils sont même pas loin, parce que tous décédés. Ouais. C'est blague. Non, quand même pas. Il en reste. Il y a quand même encore des développeurs. mais par contre, en effet, tous ces systèmes reposent sur des vieilles infrastructures qui fonctionnent bien et ils ont déjà essayé des migrations qui ont avorté. Donc à un moment, il faut quand même continuer ça. Et donc on doit former des gens qui sont capables d'utiliser ça encore demain. Je rebondis sur ce que tu dis parce que dans l'information que je viens de finir, j'ai publié sur LinkedIn en Generative AI for Business Transformation, j'ai échangé pas mal avec un monsieur, un Américain, puisque c'est une formation online, qui dirige une boîte où il y a 80 développeurs. Et lui était très sceptique sur l'utilité de l'IA dans ce qu'il appelait quand on a des legacy, on dit en anglais, de code qui reposent sur des systèmes qui ont parfois 20 années d'expérience dans le refurbishing et refining, dans le fait de revoir tout ce code, l'améliorer, l'optimiser. Il disait, pour l'instant, l'IA ne nous fait pas encore gagner du temps. Toi qui t'y connais, est-ce que tu es d'accord avec lui ou... Alors, je n'ai pas accès à son infrastructure, mais moi, j'ai l'impression, parce que j'ai déjà quand même fait des choses intéressantes, d'envoyer des lignes de code à l'IA en disant mais qu'est-ce que ce code fait, comment tu l'améliores, qu'est-ce que tu proposes, comment tu le documenterais, et franchement, ça fonctionne bien. Donc, et surtout, quand on dit que ça a 20 ans d'archives, etc., ça veut dire qu'il y a énormément de ressources, parce que c'est le langage sans doute le plus ancien, un des plus anciens dans la programmation. Et du coup, il y a du contenu, c'est-à-dire que l'IA a appris sur ce contenu, donc doit être capable de pouvoir l'analyser. Donc, je suis pas tellement d'accord avec ce qu'il dit là. Maintenant, c'est lui l'expert sur son propre... Sur son use case en particulier, voilà, c'est peut-être vrai. Maintenant, l'idée, c'est que l'IA fait aujourd'hui au développement ce que GitHub a fait au développement. Ça a accéléré considérablement. Mettre des librairies qui sont en accès public, etc. Ça a simplifié toute une série de choses. Ça empêche de réinventer la roue. Alors aujourd'hui, plutôt que d'avoir des packages qui sont complets et moyennement adaptables dans les différents contenus, on repart from scratch avec un LLM qui n'a jamais fait qu'apprendre sur base de ces databases-là et du code qui était disponible. Peut-être rebondir sur cette partie-là. Donc, comment on fait pour intégrer l'IA dans la formation à l'IT sans que l'IA remplace la formation à l'IT? Comment on s'assure des compétences qui sont encore humaines, quelque part? Comment on les évalue? Alors, c'est une vraie question super importante et on travaille dessus. C'est-à-dire que dès le début, dès décembre 2022, l'arrivée de ChatGPT, on a eu les premiers apprenants qui ont commencé à l'utiliser et on a dû réagir face à ça. Donc, la première chose, c'est de dire on l'utilise. Point. On ne va pas dire ne l'utilisez pas, ça ne sert à rien. De toute façon, après, ils le font quand même.
Le chat de Haïti. La deuxième chose, et c'est un mantra de Simplon que je trouve intéressant, c'est dire que l'IA peut tout faire, sauf apprendre à votre place. Et à un moment, c'est ça qu'on doit vérifier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on fait ce qu'on appelle de l'entretien réflexif, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a pondu son code, on va dire, soit elle a utilisé ChatGPT ou une autre IA, soit elle l'a fait elle-même, mais l'idée c'est de dire, ok, comment t'es arrivé à ce résultat-là ? Quelles étapes t'as mis en place ? Quels problèmes tu as rencontrés ? Et vraiment de faire que la personne, même si elle a utilisé l'IA, elle puisse comprendre le raisonnement. Et si elle a compris le raisonnement et qu'elle comprend chacune, peut-être pas chacune de ses lignes de code, parce qu'on n'est même plus à ça aujourd'hui, mais que si elle comprend la structure de ce qu'elle a fait, ben on peut dire que la compétence est acquise. Et donc, c'est une des stratégies. Alors, il y en a d'autres, certainement, mais celle-là est puissante parce que ça confronte l'apprenant à sa propre production. Il y a un shift, d'un point de vue méthode, là-dedans. Le shift est intéressant parce que c'est-à-dire qu'on n'évalue plus des connaissances, mais qu'on évalue des processus de pensée. Oui. Je pense que la réponse que vous apportez là serait sans doute très enrichissante pour nos professeurs d'université, par exemple, qui se plaignent régulièrement dans la presse du fait que les mémoires sont faits avec ChatGPT, que tous les assessments à l'UNIF sont faits avec ça. Mais peut-être que le problème ne vient pas tellement du fait que ce soit fait avec de l'IA, mais de la manière dont on évalue les choses et de ce qu'on évalue en réalité. Ouais. Et c'est super intéressant que vous ayez mis ça en place. Peut-être faire une transition vers l'idée de sortir de ça et rentrer plus dans l'organisation de Bicode. Donc aujourd'hui, Bicode, c'est un hub, c'est comme ça, qui agrège toute une série de services. Tu nous en as parlé, donc la formation des demandeurs d'emploi, les services pour les entreprises. Est-ce que tu vois une évolution de ce modèle vers de la formation qui serait accessible à tout un chacun et pas spécialement dans le cadre d'entreprise ou directement pour les demandeurs d'emploi ? Est-ce que tu imagines des formats courts qui seraient accessibles à tous, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est pas du tout exclu. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est sur ces deux publics-là. Mais je pense que chacun a un peu son cœur de cible. Et donc, il y a plein d'acteurs. Il y a des acteurs qui font de la formation ouverte à tous. Mais tout à fait, le modèle de formation qu'on propose est accessible à tous et n'a pas d'exclusivité vers l'entreprise ou vers le demandeur d'emploi. D'ailleurs, c'est une bonne idée, on va développer ça. Non, parce que c'est une question, derrière ça, il y a une question peut-être un petit peu plus politiquement incorrecte qui est à quel point est-ce qu'on démultiplie les sources de même formation dans un écosystème où finalement aujourd'hui, pour se former à l'IT, il y a toute une série, il y a une offre qui est pléthorique, que ce soit des parcours classiques, bachelier, master, en fonction des niveaux qu'on souhaite et des spécialités, des écoles privées, on va vers l'école 42 typiquement, ce genre de choses, ou des initiatives plus locales. Pour ne pas en citer, ça ne sert à rien de faire la liste, mais il y en a vraiment énormément. Comment on évolue d'une offre qui se limite à une structure à une offre qui prend le secteur tout entier en compte ? Est-ce que vous collaborez aussi avec d'autres institutions de formation Alors oui, on discute avec, on discute avec des organisations de formation. On a entre autres des partenariats avec le Sephora, qui est de CP200. Ouais. On discute beaucoup avec Simplon. On a déjà été amené à répondre à des appels d'offres, etc., avec d'autres centres. Maintenant, je pense que ce qui distingue une formation d'une autre, c'est évidemment la pédagogie, c'est aussi le public. Et en fait, je pense que c'est sain qu'il y ait plusieurs offres possibles. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait trop par rapport à la demande, ça c'est clair, ça c'est le principe. Mais c'est sain qu'il y ait plusieurs offres. Et on parlait tout à l'heure de l'université versus Bicode. En fait, en fonction déjà de ses compétences, de sa façon d'apprendre, du temps qu'on a devant soi pour apprendre, parce que l'université c'est 5 ans, des moyens qu'on a, parce qu'il faut... Alors, au-delà du Minerval, il faut le payer, les 5 ans d'études sans revenus, etc. Son choix peut se porter sur un centre ou un autre. Et donc, je pense que ça, c'est plutôt sain et on a à apprendre tous les uns des autres. Et moi-même, je suis professeur invité à l'UCL et j'applique ce que moi, j'aime bien chez Bicode dans mon cours que je donne à l'UC Louvain. Donc, et je pense qu'il y a il en faut pour tous les goûts. Mais est-ce que tu ne penses pas que le modèle que vous mettez en place devrait être étendu ? On devrait beaucoup plus trouver ça, même dans les opérateurs d'enseignement classiques. Je veux dire, ces projets amenés d'entreprise. Qu'est-ce qui fait, à ton sens, que vous y arrivez et qu'on n'y arrive pas ? Alors, je pense que... Toi qui es dans les deux mondes. Non, bien sûr, mais je pense qu'on a une facilité énorme, c'est qu'on est très agile. Pourquoi ? On ne dépend pas de décret, on ne dépend pas il ne nous faut pas 3 ans pour pouvoir mettre en place un curriculum avec tout un aspect administratif, etc. Nous, si demain on va déployer une offre de formation, on déploie notre offre de formation. Alors, le point négatif, c'est qu'on n'est pas diplômant. On n'est pas, voilà. Mais moi, je suis assez attaché au fait de ne pas être certifié en diplômant. Alors, on donne un certificat, mais il n'a pas de valeur juridique, ou légale en tout cas. Et je suis assez attaché à ça parce que justement, ça nous laisse une liberté
une agilité, une flexibilité qui fait qu'on peut déployer ce qu'on veut quand on veut ou presque. C'est vrai que vous faire accréditer, ce serait un frein à tout ça. Hein. Oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout partisan de le faire. Alors peut-être qu'on sera amené à le faire parce qu'il y aura peut-être des intérêts à le faire ou bien à un moment, ce sera incontournable. Mais aujourd'hui, j'aime bien ce côté, on est un peu plus petit, on fait les choses comme on l'entend et on a un impact. Donc, j'aime bien ce et c'est vrai qu'en plus, les diplômes aujourd'hui dans l'IT n'ont plus la valeur qu'ils peuvent avoir encore dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, j'ai été recruteur à une période de ma vie. Si j'avais quelqu'un en face de moi qui avait telle certification Microsoft ou autre, ou Cisco, ça valait plus que même un master. Donc, c'est un environnement. Est-ce que tu penses que c'est extensible, ce genre de modèle, à d'autres secteurs ? Alors, si la question c'est est-ce qu'il faut mettre un peu de ce modèle-là à l'université ou dans les hautes écoles, j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. Et je suis certain, et d'ailleurs ils y travaillent. Je sais qu'à l'UC Louvain, justement, il y a tout un travail de mettre en place plus de pédagogie active dans les cours. Alors ils revoient un peu la façon dont ils organisent les salles, etc. Donc il y a vraiment une réflexion autour de ça. Et donc ça, c'est très sain, je pense, de pouvoir amener ça aussi ailleurs. Et donc, même en sciences humaines, d'où tout vient... Même en sciences humaines, oui. On peut travailler sur, sur partir de l'analyse d'un article pour en débattre et en faire un podcast. Absolument. La méthode, mais là où ce serait éventuellement très intéressant, c'est que là, on a Bicode qui est actif sur les métiers de l'IT, mais on pourrait imaginer demain un Bibank qui est sur les métiers de la finance, un ce que tu veux. Bicook pour faire... Tu sais, moi, je viens des... RH, j'en sais rien, pour travailler sur ça. Je viens des sciences humaines, de la RH pour pas le citer, mais à l'époque, il y avait deux types de facultés. Il y avait la RH que tu pouvais faire en gestion, où il y avait des connexions, parce que la fac de gestion était très, très proche des entreprises, et la RH dont moi je viens, qui était la RH sciences humaines. Et je commence à prendre de l'âge, mais j'ai été un des premiers et un des seuls à avoir fait un mémoire de fin d'études qui était un projet en entreprise, dans un hôpital, hein, donc une entreprise à vocation sociale, évidemment, mais qui reste une entreprise qui doit équilibrer ses comptes. Et j'étais un ovni. Alors que, et une chose que, je rebondis sur ce que tu dis, mais une chose qu'on me disait souvent après dans mon parcours, c'est mais comment est-ce que tu comprends les gens comme ça ? Mais parce que je viens de sciences humaines, que j'ai été formé à la psychologie sociale, à la sociologie, et que je dis, et que ces gens ont un regard vraiment à apporter au monde de l'entreprise, beaucoup de choses, mais que toutes les études étaient à l'époque très théoriques. Et donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce genre de pédagogie active avec des projets que les entreprises viennent déposer devrait vraiment s'étendre. Après, je trouve aussi, parce que moi-même j'ai aussi de l'université, je pense que ça a aussi d'énormes qualités et ça forme différents. Pour moi, c'est complémentaire. En fait, c'est pas qu'il faut dire il faut absolument que de la pédagogie active. Je n'en suis pas du tout convaincu. Ce que je pense, c'est qu'avoir un peu de pédagogie active dans l'enseignement plus transmissif traditionnel serait intéressant. Maintenant, des personnes qui sortent de l'université ont des compétences indéniables et qui sont complètement différentes. Des analytiques et des choses comme ça qui sont très différentes. C'est différent de ce qu'on forme chez nous. On est tout à fait d'accord. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, et je me suis fendu d'un petit post LinkedIn ici récemment, on continue à faire se déplacer des centaines de millions, même de par le monde, hein, c'est pas qu'en Belgique ou c'est pas pour critiquer, faire venir des jeunes étudiants dans des campus pour qu'ils reçoivent un contenu en transmissif qui, pédagogiquement, à toutes les études le montrent, n'a pas d'intérêt. Après, pédagogiquement... Je prendrais plus de 95% d'oubli à 5 ans, un truc comme ça, sur le cours de fac classique. Et donc, c'est plutôt... Mais effectivement, c'est la connexion avec les entreprises ou les organisations. On ne parle pas forcément que de sociétés commerciales, qui, à mon avis, et c'est ce que vous avez réussi, est à faire. Et c'est aussi, effectivement, learning by doing. Faites faire, pas plutôt que transmettez. Si je reviens un peu à l'IA, on a eu beaucoup de discussions sur l'IA dans l'enseignement, les données sensibles. Donc, par exemple, dans ces projets d'entreprise, comment c'est géré au niveau de Bicode,
tout est cadré dans des moteurs IA. Ah ouais. Comment est-ce que vous gérez cet Vous êtes aspect dans le souverain ou vous êtes dans le cloud sous contrat? souveraineté des données, souveraineté des Ouais. moteurs utilisés, peut-être données sensibles que les entreprises vous confient. Comment c'est géré? Alors, il y a deux choses. Il y a les données sensibles des entreprises. Et là, les apprenants passent par un NDA. Il y a certaines réglementations. Ils ne peuvent pas aller dans le chat GPT, mettre les données. Et parfois, les entreprises anonymisent aussi les données qu'elles envoient. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis nous, dans notre quotidien, mais on est très partisans de l'apprenant choisit l'outil qui lui convient. Donc D'accord. nous, on ne vient pas à dire allez utiliser Copilot, allez utiliser ChatGPT, allez utiliser Mistral parce que c'est européen. En fait, on dit choisissez là où vous vous sentez bien. Parce qu'on considère que c'est quand, avec le logiciel qu'ils arrivent, qu'ils apprivoisent, que finalement, ils vont être les meilleurs. Et c'est comme ça pour tout. Là, je parle de l'outil d'IA, mais on peut en parler pour le logiciel d'intégration de code, on peut en parler pour le langage de programmation, c'est ça. Maintenant, évidemment, nous, en tant qu'entreprise sociale, on est attaché à la souveraineté des données, à l'impact énergétique, etc. Mais pour nos apprenants, en l'occurrence, on les laisse le choix et on trouve que c'est important qu'ils puissent eux-mêmes être acteurs du choix qu'ils portent. D'accord. Et on le sensibilise. Hein. Je veux dire, il y a quand même, on fait des activités, des workshops, etc. autour de ces thématiques-là, mais c'est eux qui Parce que la grosse chose nous, qu'on voit par rapport à ces questions-là dans le monde de l'entreprise, c'est toujours mais nous maintenant on a interdit l'utilisation de ChatGPT, tout doit être la compliance revient en backlash très très fort par rapport à l'IA. Donc la question de l'AI Digital Act d'un côté, de la souveraineté des modèles et la souveraineté des données. Et donc, est-ce que vous avez un peu des retours de vos apprenants une fois qu'ils sont en entreprise là-dessus, du changement de liberté complète à ce qu'ils vont vivre par la suite en entreprise? Non, mais alors, on n'a pas des retours directs des apprenants là-dessus, mais c'est clair que quand on donne des formations en entreprise, le choix des outils est beaucoup plus restreint, donc on sent ça. Hein, donc on sent cette chose-là, c'est-à-dire que les formations qu'on donne en entreprise, on dit attention, chez nous ils peuvent utiliser ça, ça et ça, vous formez là-dessus, et donc on restreint. Mais ça c'est pour les formations B2B. Les retours des apprenants par rapport à ça, on n'en a pas. En tout cas, je n'ai jamais cherché à en avoir, mais ça peut être intéressant de faire cette recherche-là. Mais maintenant, c'est sûr que dans nos formations, et quand je forme moi-même, je sensibilise très fort au fait que, attention, si vous allez dans un outil public, et d'autant plus quand c'est gratuit, commencez pas à balancer la propriété intellectuelle de votre entreprise, à parler sur votre collègue. Et donc ça, on les sensibilise. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte du tout. Et on se rend bien compte que les gens... J'ai eu quelqu'un dans une formation qui avait mis un document très confidentiel dans le ChatGPT et qui, quand je lui demande au début de la discussion, tiens, comment est-ce que vous l'utilisez, m'explique ça, j'étais effaré. Parce que c'est un motif, ça peut être un motif de licenciement oui, c'est gravissime, dans des entreprises. Donc, là-dessus, il faut sensibiliser à ça. On le fait vis-à-vis des apprenants, mais pas dans le cadre de leur formation. Enfin, on les sensibilise, mais dans le cadre de formation, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. C'est un environnement qui est risk-free, quelque part. Ils travaillent sur du code, sur des projets abstraits. Oui, il n'y a pas spécialement il n'y a pas de conséquences, entre guillemets. Après, si Mistral veut donner plein d'argent à Bicode pour qu'on utilise un cloud européen, je peux leur faire un appel, ils peuvent nous rejoindre. On transmettra. Et pour en venir sur l'aspect donc cybersécurité, c'est une nouvelle dimension sur laquelle vous n'étiez pas présent. Vous avez toujours été présent et vous élargissez. Alors, on l'a lancé en 2022 chez nous. Alors, au début, donc, on est vraiment une école technique, donc c'est plutôt le côté très analyse des logs, etc. Donc, c'est le SOC analyse qui vont analyser les logs de l'entreprise et analyser après ou avant une menace. Et puis le côté pen tester où c'est essayer d'aller attaquer l'entreprise pour voir ce qui résiste et ce qui ne résiste pas. Et donc c'était le côté très technique. Aujourd'hui, la demande, on le sent bien. Il y a plus de 4000 postes vacants en cybersécurité en Belgique. C'est pour ça que je rebondis. Oui. Mais la demande est plus sur des profils liés à la compliance, à l'application des normes, etc. Et donc ce qu'on fait souvent... 27001, exactement, en NIS 2. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est que... ils arrivent quand même avec ce background technique et parce qu'on veut qu'ils comprennent. Et puis après, si ça les intéresse en fin de parcours, parce que nos parcours sont très modulaires, c'est un peu choisi ton propre parcours, à la fin, ils peuvent aller s'orienter vers des projets plus compliance, quoi. Et analyse de la réglementation et de comment l'entreprise peut être compliant. En cybersécurité, donc tu as le management de la cybersécurité. C'est ça, c'est côté plus. Ouais, c'est ça. C'est
J'ai plus l'acronyme en tête maintenant. Les DPO, c'est possible. Non, DPO, ça c'est sur le GDPR. Ah, le GDPR, les CISO, Chief Information Je Security. sais plus. GRC, voilà. GRC. ouais. Governance Responsibility. Et comment tu vois l'impact de l'IA Risque spécifiquement en cybersécurité? Oui, énorme. Il est énorme. Parce que, et des deux côtés. Alors, pour ceux qui le défendent, l'IA est un super atout parce qu'on peut analyser et scanner tous les logs d'une entreprise de manière automatisée. Donc ça, c'est pour le côté défense. Et sur le côté attaque, c'est évidemment très dangereux parce que si on prend une campagne de phishing aujourd'hui, je t'envoie un mail en disant « Ah, salut, on s'est vu aujourd'hui au podcast, n'oublie pas de me rémunérer, je t'envoie ma facture ». Tu vas peut-être voir que ce mail est un peu bizarre. Mais si tu... Je précise que les intervenants ne sont pas rémunérés. C'est vrai. Bien essayé. Non, mais on a entendu l'appel. Mais par contre, si je te fais une vidéo, un deepfake de moi qui te parle et qui te fasse une demande comme celle-là, ben, les barrières critiques sont beaucoup plus faibles. Et donc ça, c'est une des attaques. Alors moi, je ne suis pas moi-même expert en cybersécurité, mais j'ai suivi une conférence là-dessus récemment sur toutes les attaques possibles qui étaient augmentées grâce à l'intelligence artificielle, et c'est énorme. C'est aller... Parce que ça te débloque en social engineering, tout simplement. En plus, voilà, tout ce qui est fabriquer social avec engineering, ça, ouais, c'est incroyable. Tout à fait. On peut se faire beaucoup plus facilement passer pour quelqu'un d'autre. Et surtout, on peut prendre, je sais pas moi, un fichier Excel avec toutes les données de plein de personnes et générer des messages personnalisés pour ces personnes-là en fonction de ce qu'on retrouve dans ce fichier. Ça, c'est le genre de choses que vous formez vos pentesters. Ouais, c'était un peu ma... Alors, on a eu des demandes d'entreprises pour des use cases, justement, où ils nous ont demandé, mais ça, c'était plus les ingénieurs IA, ingénieurs, le mot, on ne fait pas des ingénieurs, mais en disant AI engineers, qui devaient faire des campagnes de phishing pour l'entreprise, pour leurs employés. Donc, les entreprises sont souvent des tests, comme ça, où ils envoient à tous leurs employés des campagnes de phishing. Et là, on devait faire la campagne de phishing la plus réaliste possible pour leurs employés. Donc oui, c'est des choses qu'on fait, oui, tout à fait. Et donc, sur ces métiers-là, vous avez donc renforcé, mais également intégré l'IA pour les former, comme sujet de modification de leur métier. Oui, donc ils ont des modules IA dans toutes les classes Bicode, ils passent par des modules IA. Et à quel point est-ce que vous, aujourd'hui, donc on était beaucoup dans les programmes, à quel point est-ce que vous utilisez l'IA dans votre métier de pédagogue? Comment est-ce que vous l'utilisez? Pour faire quoi? On a beaucoup parlé, quand on parlait de l'enseignement, de l'IA comme support des profs, et puis qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'IA avec les élèves. Donc ici, on a beaucoup parlé des l'IA dans les programmes de vos apprenants. En plus, chez vous, c'est vraiment spécifique parce qu'en plus, c'est dans ce monde-là. Mais pour les formateurs, comment vous l'utilisez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, il y a deux niveaux. Il y a le côté de moi, on va dire, en tant que responsable pédagogique, mais ça m'aide énormément pour concevoir les programmes, pour définir les objectifs pédagogiques, pour voir comment je vais les décliner sous des modules de formation, etc., pour créer des outlines de formation dont les formateurs vont s'emparer pour créer les contenus effectifs. Donc moi, dans toute la préparation, je l'utilise énormément. Et ça, c'est vraiment très qualitatif. Le contenu, le résultat est vraiment super pertinent et reflète vraiment ce que j'ai envie d'y mettre. Parce que je pense que c'est une compétence importante en IA, c'est de ne pas demander à l'IA de faire et puis de prendre ce qu'elle fait. On le dit beaucoup, mais c'est de soi-même mettre du sien dans l'intelligence artificielle et de l'utiliser comme exhausteur de qualité, quoi. Et ça, j'y crois très fort. Et donc ça, c'est pour la partie outline. Et puis alors, il y a la partie développement des modules de formation. Et chez nous, en pédagogie active, on fonctionne beaucoup avec des briefings. Donc en fait, on n'a pas vraiment de contenu slide, etc. C'est plutôt, vous avez telle mission, quoi. C'est un ordre de mission que les apprenants reçoivent. Et là-dessus, on fait, évidemment, on a nourri l'IA, on peut nourrir l'IA de plein de briefings passés et puis demander à l'IA de créer de nouveau pour telle ou telle chose. Et alors là où je trouve ça particulièrement pertinent, alors on ne l'a pas encore fait aujourd'hui, mais on va travailler sur ces projets-là aussi, c'est de pouvoir faire varier les contenus en fonction des types de profils qu'on a. Et s'il y a des besoins spécifiques, s'il y a des gens qui sont plus techniques, moins techniques, qui veulent mettre telle compétence en avant, en fait, l'IA est un outil génial. On peut partir du même briefing, du même projet de base, et le faire varier en fonction des personnes qui vont réaliser le projet. Et donc, pour moi, on arrive carrément à quasiment plutôt
à de l'accompagnement individuel via un briefing qui est individualisé en fonction des compétences de la personne. Et une fois que ces personnes ont reçu le briefing, comment est-ce que vous gérez la partie ressources auxquelles ils doivent se référer? C'est leur formateur qui leur fournit? Comment est-ce que vous auto-développez? On leur donne un peu de ressources, donc soit des ressources en ligne, soit des choses qu'on a développées quand même, avec un peu de contenu, des briefings, parce que c'est plus compliqué, un peu plus compliqué que le briefing. On a d'abord de l'apprentissage guidé. Donc, on a des petits exercices. Des TD, quoi, finalement, en fait. Des travaux dirigés que vous partagez. C'est un peu comme des travaux dirigés. Donc, on leur donne des tout petits exercices. Et puis, des petits exercices deviennent des projets de consolidation avec des briefings plus précis. Et donc, mais dans ces petits exercices, il y a toujours un petit peu de théorie qui est glissée. Et alors, on leur donne des ressources. Et puis, après ça, ils doivent aussi aller chercher eux-mêmes des ressources en ligne. Et alors, pour la partie quand même vraiment plus théorique, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas nous qui allons vous la donner, c'est vous qui allez la créer. Et donc, tous les jours, ils ont un rituel qui s'appelle le Tech Talk, inspiré du coup du TED Talk. Ouais. Et tous les jours à 13h30, il y a un apprenant qui présente un sujet qui est en lien avec la matière qu'ils sont en train de voir. Et donc, c'est ce qu'on appelle le learning by teaching. Ouais. Et c'est important. Pourquoi? Ça leur permet d'explorer un sujet de base et puis ensuite de le comprendre et de le digérer pour être capable de le présenter. Et aussi de travailler leurs soft skills, de présenter, de savoir être face à un groupe, de savoir comment animer une discussion, de savoir présenter un sujet compliqué, de faire des slides, etc. Et pour ces parties-là, est-ce que tu vois demain des développements de chatbots chez Bicode pour faire de l'adaptive learning, pour avoir des réponses en real time au moment où ils ont besoin de choses? Python Copilot spécial. On a déjà des initiatives, j'en avais essayé plusieurs coachs ont déjà fait ça, de créer un agent qui soit le coach coach Bicode, géré par l'IA. Et là, on le prompte avec vraiment les caractéristiques de comment fonctionne un coach Bicode. Et donc, une des règles que j'ai comme ça, c'est on ne donne jamais la réponse, mais il y a une heuristique qu'on met en place. C'est d'abord, est-ce que tu as regardé la doc? Est-ce que tu as été voir sur Internet? Est-ce que tu as demandé à tes collègues? Et si toutes ces réponses sont non, le collègue répond. Le coach répond. Et donc, on a mis ça. Il y a un bypass assez facile à mettre en place. Voilà. Donc, l'IA répond est-ce que tu as été demandé à tes collègues? Et ne donne jamais la réponse, mais essaye d'aider l'apprenant à amener la réponse. Donc, on virtualise un petit peu. C'est plus expérimental. Hein. C'est pas qu'on ne va pas transformer une formation avec un formateur IA. Surtout que pour nous, les compétences humaines sont beaucoup plus importantes que les compétences techniques, surtout avec des profils comme on a. Mais c'est intéressant de refaire cette démarche, de repenser notre ADN en la promptant finalement. C'est un exercice même pour apprendre à fabriquer cet agent. Et puis ça permet de rendre le prof entre guillemets disponible à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à plusieurs endroits à la fois, et d'avoir une assistance pour les comme un employé qui ne tombe jamais malade, qui dit toujours ça. C'est ça. On sort un peu du sujet, mais je trouve ça important. Moi, quand j'avais travaillé sur les NEET, les programmes que j'avais développés, c'était en fait, on devait les préparer à suivre une formation ou à entrer dans un job, et on travaillait sur toutes les parties compétences comportementales ou les fameuses soft skills ou attitude skills ou math skills, c'est comme on veut. Parce qu'on sait bien que le public éloigné de l'emploi, c'est un peu souvent le problème, hein, et donc on avait développé des mini-ateliers déjà en hybrid learning à l'époque, avec une partie en préenregistré, des parties en workshop en présentiel sur attitude professionnelle, attitude personnelle, esprit critique, apprendre à apprendre aussi, qui était un de ces ateliers-là. Comment vous gérez ça chez Bicode? Alors, de deux façons. Il y a d'abord une première façon qui est infusée, on va dire, dans la façon dont on apprend, hein, donc tout ce qui est méta-apprentissage, etc., apprendre à apprendre, public speaking, etc., c'est en faisant. Donc, c'est-à-dire que les textos pour le public speaking... Travailler en groupe aussi, simplement. Travailler en groupe, etc. Donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est imiter le fonctionnement d'une entreprise. Et donc, le formateur ne fonctionne pas vraiment comme formateur, mais plutôt comme manager. Et donc, il donne des briefings, il donne du feedback, il guide la classe, mais il n'est pas vraiment formateur au sens où on l'entend plus traditionnellement. Donc ça, c'est la première façon. Et donc, en imitant ces compétences, ce fonctionnement de l'entreprise, on acquiert les compétences de quelqu'un qui travaille en entreprise. Deuxième chose, on a ce fameux mécénat de compétences, où là, on a des personnes externes qui viennent sur des sujets très spécifiques, par exemple la gestion du stress, la communication non violente, toutes des compétences humaines, hein, comme on dit aujourd'hui, qui viennent là vraiment à travers des ateliers pratiques. Mais ce qu'on essaie, c'est que tous les bénévoles qui travaillent là-dedans
soit dans cette même logique d'apprentissage actif. On veut, parce qu'on part de l'expérience, quand un bénévole vient et fait 3 heures de workshop transmissif, nos apprenants, ils sont là, j'ai envie de coder, et ils ont envie de faire, ils ont bougeant, quoi. Donc, quand on a fait 7 mois de pédagogie active, ou enfin, un peu moins, c'est pas à la fin, mais on n'a pas envie de se retrouver face à un prof. On est vite addict au fait de faire. Et du coup, on demande à ce que nos bénévoles, entre guillemets, fassent aussi ce travail de pédagogie active. Et donc, c'est parti-là. Et tout est en présentiel chez vous? Non, donc, pas du tout. Ok, comment est-ce que... C'est une bête question. Non, c'est vrai. C'est bateau. Ma réponse est radicale, mais non. Oui, comment ça se passe très, très concrètement entre le présentiel et le distanciel? Alors, donc, j'ai 7 mois, je rentre. Qu'est-ce qui va m'arriver en fait en termes de présence chez Bicode et comme ça? Et encore une fois, on essaie d'imiter le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, surtout en IT, c'est pas du tout du 100% présentiel. Et donc, en fait, on n'a que 2 jours sur site et 3 jours qui se font via Discord. Où il y a en fait des tables de discussion. Donc il y a un groupe pour la classe, des tables de discussion, et les apprenants sont obligés de rester, sont tenus de rester présents à une table de discussion toute la journée. Donc c'est comme si on imite le fonctionnement en fait qui a lieu en classe, mais en ligne, ce qui permet pour les apprenants aussi de ne pas se déplacer tous les jours, évidemment, et d'avoir vraiment déjà cette habitude et ces réflexes de pouvoir se lever, travailler, etc., quand on est chez soi. Et c'est donc vraiment d'inculquer le télétravail qui est vraiment très répandu en IT. Et évidemment, tout ça, ça a été après Covid, parce qu'avant le Covid, c'était 100% présentiel, comme plus ou moins partout. Oui, moi je me souviens très bien de juste avant le Covid où avec Kev, à ce moment-là, on lançait un incubateur on était dans un incubateur de projets de formation innovants, et d'avoir des personnes qui me disaient oui mais non, mais la formation en ligne ça ne marchera jamais. Et puis on est passé du jour au lendemain, bon les confinements ça tout le monde les a vécu, mais même après dans l'organisation du travail, on est passé du présentiel classique au full remote. Ouais. Au point on s'est rendu compte de la hausse de productivité incroyable que ça permettait d'avoir, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas encore bien passé dans toutes les entreprises. D'ailleurs, ils en sont revenus dans plein d'endroits. On voit un mouvement, par exemple, je ne le stigmatise pas du tout, mais ça vient d'être annoncé. Donc, toute une série de grands assureurs aujourd'hui oblige le retour au présentiel. J'imagine qu'il y a eu de l'analyse là derrière, mais c'est assez étonnant, alors que tout le monde aspire à avoir plus de temps pour soi, de temps pour sa famille, de faire ce retour vers le full présentiel. Voilà, whatever. Par rapport à tout ce que tu viens de nous décrire, en fait, on croit un peu rêver. Non, mais c'est vrai, pour être franc avec toi, tellement on retrouve dans Bicode des choses auxquelles moi je crois. Comment ça se fait que tu crois que c'est uniquement votre taille et votre liberté qui fait que vous y arrivez et que ce genre de fonctionnement ne se propage pas plus dans les grandes institutions de formation classiques? Et pour dire les termes, que vous avez un taux de succès qui est totalement respectable et que c'est absolument pas le cas dans la plupart des institutions de formation. Oui, après, il faut quand même être conscient que moi, je suis passionné par le sujet et j'adore Bicode. C'est vraiment dans mon ADN d'aujourd'hui et j'en parle avec passion. Il faut pas croire que c'est facile tous les jours non plus. Et que, dans les faits, c'est un succès. Dans les faits, c'est un succès. Mais maintenant, voilà, on a tout un modèle aussi qu'on doit pérenniser. C'est pas simple de se financer aussi comme on le fait aujourd'hui. L'insertion, elle est bonne, mais elle est quand même un peu moins bonne aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et donc, il y a quand même des difficultés qu'on doit adresser. Maintenant, pourquoi ça marche quand même? Parce que je pense qu'on a une équipe engagée qui croit beaucoup au projet et qui croit beaucoup en nos apprenants. Et on a, je pense, une méthodologie aussi, j'en suis convaincu, qui est qualitative, qui fonctionne. Et qui donne du coup des bons résultats, parce que les gens, pour moi la clé c'est ça, c'est des gens qui viennent en ayant un bon profil, un bon mindset et qui ont besoin de ce petit coup de pouce avec une pédagogie un peu différente de ce qu'on fait ailleurs, et et quand on a ce cocktail là, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Je veux pas que tu te tires une balle dans le pied, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce genre de pédagogie active qui... C'est prouvé, nous, c'est ce qu'on recommande aussi toujours en entreprise au niveau, quand on développe des académies avec les entreprises, on dit toujours écouter le transmissif. Alors nous, tu sais qu'on est plutôt des tenants de la hybrid learning, avec des parties qui vont être préenregistrées quand c'est du transmissif.
mais qu'on ne peut pas aller chercher ou faire de la curation parce que souvent, on est sur des projets où il y a de l'IP, c'est des données sensibles qui restent internes aux entreprises. Mais garder le présentiel à ce que vous faites, de la pédagogie active, du learning by doing, j'en suis totalement convaincu. Comment est-ce qu'on fait pour que ce système qui est le meilleur, c'est prouvé, je veux dire, en termes de pédagogie, je ne dis pas Bicode ou Visual Scaling, je ne dis pas qu'on est les meilleurs. Je dis que mélanger les approches, c'est le système qui donne les meilleurs résultats. Se scale demain et convaincre, en fait. Mais pour moi, il faut former les formateurs. Finalement, c'est peut-être ça. Parce que je pense que même à l'université, ils sont libres de leur pédagogie. Et il y a des très bons profs, il y en a des moins bons. Et finalement, ils peuvent amener eux-mêmes un peu de cette façon d'apprendre dans leur cours. Ils ont quand même cette liberté-là. Ils ne sont pas contraints par un cadre très, très précis. Ils ont la liberté sur le contenu de leur cours et sur la façon dont ils le donnent. Donc je pense qu'il y a pour moi, il faut... moi, je suis convaincu par ces pédagogies actives. Je pense qu'il faut que les formateurs, plus largement, en soient convaincus aussi. Et je pense que dans la formation des profs, il faut que ça vienne aussi. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, ceux qui... On en a parlé récemment avec Michael Dejarre dans un épisode précédent. Oui, il y a des choses qui se mettent en place, notamment l'intégration des techniques du numérique, toute une série de compétences qui sont mises dans la formation initiale, mais il reste encore quelque chose de... Allez, le vieux modèle de l'estrade avec le prof qui explique quelque chose, le cancer des universités, le PowerPoint, qui est toujours là. On parle de l'université et des profs, et on le dit, on le répète, pour nous, il n'y a pas plus noble métier que les enseignants, ils ont notre immense respect, mais on voit ça tout autant. 90% des formations en entreprise qu'on voit, c'est encore quelqu'un qui débarque avec un PowerPoint et qui vient assommer des gens pendant 2 jours. C'est intéressant parce que là, on a un gros projet avec une entreprise pharmaceutique où on les forme à l'intelligence artificielle. Et ils arrivent vraiment, c'est marrant, parce que j'ai donné hier un atelier, ils arrivent un peu avec les pieds de plomb, et puis ils sortent, après 4 heures une demi-journée, ils ont pratiqué, ils ont travaillé sur l'ordinateur, ils sont là. Et je voudrais vraiment que tu dises quelque chose que tu m'as dit en off. Ça ne prend pas plus de temps Ah oui, c'est vrai ça. de préparer ou de ce genre de formation. Je pense qu'avec de l'expérience, ça finit par en prendre moins. Ouais. Je vais donner un autre exemple, moi, sans trahir mes partenaires ou mes clients, mais je suis allé donner, sans citer le secteur, un atelier sur IA pour les managers, puisque c'est quelque chose que je suis capable de donner. Et moi-même géré des équipes pendant 20 ans. Et me positionnant sur l'utilisation de l'IA. Donc, comment les managers, pour gérer leur équipe, comment est-ce qu'ils peuvent se faire assister par l'IA, de quelle manière? Et en vérité, oui, j'ai pris... il y avait 80 personnes à cette formation. J'étais seul face à eux. Ça m'a pris une bonne journée de préparation. Et sur le moment, j'avais tellement fait ça en pédagogie active, où c'est en fait eux qui faisaient, qu'il y a des moments, je m'ennuyais. J'ai fait d'autres choses. Je m'ennuyais, parce qu'ils étaient impliqués, ils n'avaient pas besoin de moi, je leur ai montré où chercher. Et donc c'est aussi, je partage à 100% le constat, et c'est vrai que c'est à 100%. Et pour moi, et je vais le redire avec force ce que je t'ai dit en off tout à l'heure, ça ne prend pas plus de temps. Créer un briefing pour que les apprenants puissent aller par eux-mêmes, trouver l'information, réaliser une tâche, ils vont plus apprendre. Et dans la posture du formateur, on est dans l'observation, on va être guidé, on va coacher, mais finalement, on doit beaucoup moins préparer. Pour donner une heure de formation transmissive, pour le prof, évidemment. Une heure de contenu transmissif, c'est 10 heures de préparation. Je suis tout à fait d'accord. Une heure d'actif, c'est un quart d'heure de préparation. Voilà, exactement. Donc ça, c'est peut-être aussi un message. On voit toute la difficulté de l'enseignement, la difficulté qu'ont les enseignants et... que ça, toi, on l'a déjà dit plein de fois, mais on vit avec des enseignants tous les deux. Fils et petits-fils de prof. Mari d'enseignante. Et donc, ça, c'est un des leviers qu'on n'entend peut-être pas du tout. C'est le renversement pédagogique et le soutien technologique qui permettra de changer les métiers, de changer l'approche au bénéfice des enseignants et également des apprenants. Tout à fait. On arrive tout doucement au bout de cet épisode. Louis, est-ce qu'il y a une actualité de Bicode que tu as envie de partager? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi le prochain projet auquel on doit être attentif? Aujourd'hui, Bicode surfe aussi sur le besoin. Et je pense qu'il y a cette formation à l'IA. Si vous cherchez un centre de formation qui va vous aider, vous accompagner dans l'intégration de l'IA pour vos collaborateurs, collaboratrices, et que vous voulez le faire de manière participative et active,
Bicode est une bonne source. Et de même, si vous voulez recruter dans la diversité, si vous voulez recruter des profils un peu différents, mais qui sont motivés et qui ont les compétences pertinentes pour le marché de l'emploi aujourd'hui et vraiment aujourd'hui, il faut penser à Bicode parce qu'on est une chouette entreprise. Voilà. Et donc, on partagera évidemment tous les liens sur les différentes ressources et toutes les ressources. Tout ce que tu auras envie de partager sera partagé ici dans les liens avec l'épisode. Trop bien. Merci, à tous un les grand deux. merci. Merci pour l'invitation. Et bonne continuation en Merci Bicode. beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté le Skillcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous laisser un commentaire. Et si vous avez envie de prolonger la réflexion ou simplement de nous écrire, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode.